Bonjour tout le monde. Je vous présente Laura Blanchard. Je suis Laura Blanchard, je suis consultante SEO. J'ai rencontré Kovan il y a 2 ans qui m'a fait réaliser à quel point j'aimais la scène. Et du coup, Kovan. Et donc Kovanly, je suis consultant formateur, notamment en prise de parole en public. Et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remets un poil de contexte. Je pense que vous avez vu le titre tout à l'heure. Devenez conférencière. L'objectif de cet atelier, c'est de donner envie à des gens de monter sur scène. Et pour ça, démystifier un petit peu. Et puis 2, donner des clés pour facilement créer une belle histoire à raconter sur scène. C'est un atelier, donc il y aura de l'interaction. On va vous faire vous lever, on va vous faire participer. Participe qui veut. Ceux qui préfèrent être en observation restent en observation, il n'y a aucun souci. On ne force personne. Et pour justement commencer comme ça, faire venir les derniers qui éventuellement pourraient nous rejoindre, on va vous demander de vous lever. Allez, tout le monde debout. Sipaï, t'as pas mal aux jambes. Sipaï debout. On va demander de vous lever. Vous allez vous rester neutre comme ça, comme vous voulez, dans la position que vous voulez, et vous allez juste vous tourner avec votre voisin le plus proche, face à face. Tournez-vous. Fais pas la feignante, Sipaï, tourne. Voilà. Viens, Mitch. Et vous allez vous faire un grand sourire. Et vous allez pouvoir vous rasseoir. Voilà, tout le monde est dans de bonnes dispositions. Comme je disais, c'est un atelier qui permet de vous démystifier un peu, de lancer un petit peu tout ça. On voulait commencer juste par vous faire un peu parler. Oui, on se disait, qui ici n'a jamais été conférencier ? Ok. Non, qui n'a jamais été conférencier. Qui dans la salle, n'a jamais donné de conférence. Je suis pas très bon en sémantique, moi. Ok, donc qui n'a jamais donné de conférence, relevez la main s'il vous plaît. Ok, on en a quelques-uns. Est-ce que vous avez envie, potentiellement, de donner une conférence ? Oui. Oui. Et alors, en 1 ou 2 mots, est-ce que il y a une peur, une crainte particulière à se lancer pour être conférencier, conférencière ? Le fait que les gens qui sont en face trouvent que c'est basique, il n'y a pas... je ne sais pas comment dire, mais en gros que on n'est pas un expert dans le domaine. Merci. Parce que moi, c'est un peu particulier, parce que dans 2h30, du coup, je vais faire ma première conférence en réel. Et je pense que pour mettre le mot sur ce que tu disais, c'est peut-être de la crainte d'être jugé. De se dire que peut-être on n'est pas légitime à parler, peut-être qu'on va dire des bêtises, peut-être qu'on va bégayer, peut-être qu'on va avoir un coup de chaude. Je pense que tout le monde, c'est la sensation que tout le monde a, donc en soi, il faut se lancer à mon avis. Puis on verra bien. On fera le point dans 4 heures et puis on verra. Ouais, dans 4 heures, on fera plus beaucoup de points, je te le dis tout de suite. Autour d'une bière. Quelqu'un d'autre qui a autre chose où ça se rejoint ? Ouais. Pierre. Moi, c'est pas tout à fait éloigné, mais c'est un peu dans le même délire. Mais ça serait plutôt le fait de se dire qu'il faut trouver un sujet qui se démarque et qui soit un peu novateur, ou en tout cas que personne n'est vraiment traité. Et des fois, on a l'impression que tout a été traité et qu'on ne va rien apporter de plus, quoi. Merci. Moi, c'est pas arrivé à... parce que j'avais déjà donné une petite conf et j'ai trouvé ça nul. Et pas arrivé à peser la différence entre être un petit peu marrant et être clairement monotone. Ok. Non, en fait, l'expression que tu recherchais tout à l'heure, c'est le fameux syndrome de l'imposteur qui est bien présent dans notre métier. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques conférences, alors un peu boostées par Kovan, qui sait mettre à l'aise. Mais c'est vrai que la première, c'est la plus difficile. Parce que forcément, face à toi, tu as des gens qui font le même métier que toi, souvent. Alors après, ça va dépendre de l'événement. Mais donc, tu vas te retrouver face à toi avec des gens... Donc, tu as peur d'être jugé par celui qui fait le même métier que toi en disant « Moi, je le fais comme ça, mais qu'est-ce qu'il va en penser ? Est-ce que... »
Mais pour rejoindre sur ce que tu disais, j'ai oublié ton prénom, et puis le garçon à côté de toi, Quentin, pour avoir fait beaucoup d'événements, on peut aborder en fait plein de fois le même sujet, mais avec une manière un petit peu différente. Parce qu'on a tous un petit peu d'expérience et toi tu vas partir à gauche parce que ça te semble être la bonne direction, tu vas parler d'un sujet X et il y a une personne qui va partir à droite mais qui va parler aussi du sujet X, mais avec sa philosophie, sa méthodologie. Donc je trouve ça hyper intéressant. Le métier, et après je vous laisse tranquille, c'est le mec il est venu, et voilà, le mec il fait l'atelier pendant 1h30. Non mais juste pour dire en fait, parce que ça reste quand même important, c'est que c'est un métier en fait où aujourd'hui tu ne peux rien inventer quasiment. Donc c'est juste la façon dont tu vas l'aborder. Mais quoi, je veux dire, il y a beaucoup de gens en fait qui vont parler de sujets et c'est des sujets qu'on connaît déjà, mais ça peut être un rafraîchissement, ça peut être voilà, un retour, exactement, un retour d'expérience, et donc ça nous enrichit quand même, tu vois, voilà. Clairement. Je m'en vais. Et ben ça tombe bien tout ce que vous dites. Magnifique transition. Parce que on est plutôt pas mal par rapport au plan qu'on a prévu avec vous aujourd'hui. Oui, dans ce que vous exprimez, il y a plein de choses, il y a plein d'appréhensions. Ça, c'est normal, c'est un rôle de l'imposteur. On va y revenir. Ça tombe bien parce que la première étape, c'est de trouver son sujet. Parce qu'en effet, la première angoisse, c'est comme tu l'as dit, Quentin, c'est de quoi je vais parler et est-ce que ce que je vais dire va intéresser les autres. Et là où je rejoins ce cher Michael, c'est qu'en effet, il y a un ingrédient un petit peu humain. Du coup, première question, un peu participatif. Est-ce que vous avez en tête, là, quand vous lisez cette slide, des conférences qui vous ont plu, soit récentes, soit anciennes, dans le SEO ou pas? Et est-ce que vous sauriez nous expliquer pourquoi elles vous ont plu? Si vous n'en avez pas, moi j'ai des idées. Ouais. Ça marche? Je vais prendre un exemple d'une conférence de ce matin, peut-être du coup qui parlera à certains. La conférence de Clément sur Discover, qui était hyper intéressante parce que justement il a attaqué un angle qui était différent de celui de Julien il y a quelques mois à Lyon. Et du coup, tu en as effectivement une approche totalement différente parce qu'il ne traite pas le sujet de la même façon. Donc, qu'est-ce qui fait pour toi qu'il ne traite pas le sujet de la même façon? Qu'est-ce qu'il a apporté de différent de Julien? Alors, Julien, il est plus en mode, je vais caricaturer un peu, mais en mode grosse échelle, un peu en mode bourrin, quoi. Et puis, et alors que Clément, il va vraiment plus s'attarder sur des choses peut-être qu'on parle moins, du persona, de se poser les bonnes questions, etc., aller intéresser l'audience, plutôt qu'aller faire de la masse. Et du coup, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus, que je vais pouvoir plus facilement appliquer que d'aller faire de la masse pour faire de la masse. Parce qu'effectivement, on a le côté Black Hat qui était traité par Julien, qui était très bien et qui était dans le thème de sa conférence à ce moment-là. Mais effectivement, là, c'est un angle différent. On parle du même sujet, mais sur un angle et une façon de le faire. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant sur son cas à lui, pratique de l'utiliser au quotidien. Ok, ça marche. Je crois que quelqu'un d'autre a levé la main. J'ai pas d'exemple en particulier de conférence, mais en fait, ce que je trouve intéressant, celles qui vont plus me marquer, ça va être celles qui vont mettre en perspective en fait des grandes données et où en fait on va vraiment avoir des cas pratiques qui vont justement, on n'est pas sur de la généralité. Ok, il faut faire ça, il faut faire ci. On a fait de la généralité et justement l'expérience a montré que ça fonctionnait. Merci. Alors moi, du coup, il y a une conférence qui m'a marqué. Alors ça date un petit peu. C'était, je pense, en 2019. C'était Émeric Bouya au Searchwhy. Elle est encore disponible sur YouTube. Et du coup, il avait mis en scène avec des petites histoires Scooby-Doo. Et ça durait une vingtaine de minutes, je crois. Et c'était vraiment en mode retour d'expérience cas client. Et c'était vraiment, pour le coup, très pratico-pratique. Et c'est justement ce que j'aime retrouver dans les conférences. Vous êtes trop fort, on vous aurait payé. Vous suivez notre plan, merci. Et moi, celle que j'en ai vu un paquet. J'ai bien aimé Laura, mais pas trop le dire. Mais non, parce que les deux vraiment qui pour moi sont sortis du lot, il y a celle de Laura parce qu'elle a une approche marketing qui change un petit peu, qui dénote
c'est pas péjoratif, mais dans la communauté SEO, on est un peu plus en mode voilà, t'écosses. Et là, il y avait un aspect un peu plus marketing. Donc ça, j'ai bien aimé. Et je pense qu'une des meilleures, elle a eu lieu ici même au SEO Camp, parce que moi, je suis hyper sensible avec ça. C'est David Dragesco qui a fait une conf avec et la boîte qui faisait la partie rédactionnelle et le client final. Donc c'était un trio en fait. Et là, on avait un projet web, une visibilité via le canal SEO et avec les différentes contraintes qu'on peut avoir par étape, par groupe de travail. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Merci. Je rajoute un petit truc parce qu'effectivement, il y avait la conférence de Laura que j'avais beaucoup aimé aussi au Black and White et parce qu'il y avait le contexte aussi qui était super intéressant. C'est que le Black and White, c'était un event vachement orienté un peu black hat. Alors, Corléon, Julien avait fait exprès justement d'essayer de mettre un peu du white et du black. Mais il y avait les confs d'avant qui avaient vachement appuyé sur le côté un peu plus black que white, on va dire. Et il y avait cette conf-là qui était venue vachement casser un peu les codes. En disant parce que tu avais un peu commencé ta conférence comme ça aussi. Tu avais dit voilà, ils vous ont présenté des trucs, je vais pas vous réapprendre le netlinking, etc. Ils font ça à tellement grande échelle qu'ils sont bien meilleurs que moi, etc. Mais moi, je vais vous montrer un truc qui est un peu nouveau, comme on fait chez nous avec le retour d'expérience. C'était vraiment cool sur ça. Et c'est vrai que les bonnes confs, ça rejoignait ce que disaient les autres, hein, c'est celle aussi où il y a le retour d'expérience. C'est tellement plus important que les confs théoriques qui sont un peu trop monotones parfois, quoi. Merci. Donc là, pour que tu sois entendu, je répéterai ce que tu dis, t'inquiète. Et donc ce qui est remonté pour ceux qui nous suivent à distance, c'est que ce qui marche dans les bonnes confs, c'est aussi la sincérité du conférencier. Si je le résume, c'est être capable de dire « je ne sais pas » quand je ne suis pas expert, et pour renforcer aussi la crédibilité de ce qui est dit à côté. Merci. Merci. Déjà, je suis contente parce que la slide suivante, du coup, on ne s'est pas trop planté. En discutant avec Kovan, pour nous, il y a deux ingrédients qui font qu'une conf est une bonne conf. De un, c'est l'expertise, c'est indéniable, mais en fait, c'est un prérequis. Et de deux, c'est l'expérience personnelle. On parle de point de vue, on parle de retour d'expérience, et je pense que ce qui fait qu'une conférence est unique, c'est, comme l'a dit Michael, on ne réinvente pas la roue. Ce qu'on raconte, ça existe déjà. Par contre, je vais me raconter avec mon point de vue, moi, ma vision des choses. Voilà comment je fais. Ça, les retours d'expérience, c'est fantastique parce que ça nous enrichit. Tout le monde fait, je sais pas, du maillage interne, mais voilà comment moi je le fais, et donc ça permet aux autres de s'inspirer parce que potentiellement c'est différent. Et du coup, dans ce contexte de comment trouver bien son sujet, pour moi la clé elle est là. J'ai ce sujet-là que j'aime, je sais pas, le netlinking, et moi quand je le fais, c'est comme ça que je le fais. C'est déjà vu ailleurs? Peut-être, mais on s'en fiche parce que c'est votre voix. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais, la sincérité va faire que votre propos va avoir une portée. Et alors, normalement, c'est à ce moment-là qu'il y a plein de voyants qui vont s'allumer en disant « Ouais, je le fais comme ça, mais est-ce que ça veut dire que c'est bien ?» Le syndrome de l'imposteur dont on parlait, etc. Il n'y a pas vraiment de recette miracle pour transcender ce syndrome-là, à part un moment se dire « Je vais me lancer et je constaterai à la fin que ça fait pas mal. » Voilà. Mais il faut en avoir conscience, à ce moment-là, ça peut exister. Pas avoir trop d'attentes sur sa propre conf? Je pense que pour sortir du jugement de sa propre conf, il faut partir sur des KPI objectifs et pas se dire ça va être super, ça va être nul, mais se dire quel est mon objectif. Je veux faire passer ce message. Je veux faire ça. C'est pas bien ou mauvais, c'est simplement ce que je veux faire passer. Et on va en parler après avec les messages clés. Et du coup, ça permet de sortir de cette pression de « ça se trouve, c'est de la merde ».
En fait, c'est même plus un critère quand tu cherches ton sujet. Et pour finir sur la question du sujet, donc moi, ma conviction, c'est ce qui est affiché là, c'est j'ai une expertise et j'ai mon point de vue. C'est ce qui fait que mon propos est unique, parce qu'on est tous uniques. Il y a une autre possibilité, et ça, c'est un bon mix si vous cherchez de l'inspiration, ça va être de mélanger 2 sujets. Par exemple, moi, depuis 2 ans, je parle de SEO et du X. C'est pas très original, mais mine de rien, dans la sphère SEO, c'est peu fait. Donc, trouver un angle que quelqu'un n'a jamais trouvé, ça peut être intéressant. Même si ça a déjà été fait, vous allez rajouter votre point de vue et ce qui va rendre unique, par exemple, le netlinking dans le e-commerce, le crawl pour les sites de voyage. Et là, on va rajouter à ça, après l'expérience, avec je fais une conf avec mon client. Donc en fait, mixer 2 sujets, rajouter à votre point de vue, ça rend forcément le sujet unique, parce que c'est votre point de vue. Et puis en plus, il ne faut pas hésiter à chercher sur Google ce qui existe déjà. Alors évidemment, on ne doit pas se définir au travers des autres. La réalité, c'est que moi, je passe mon temps à aller voir est-ce que ce sujet a déjà été traité. Je vais tout le temps voir s'il a déjà été traité, et du coup, je regarde quel angle n'a pas été exploré. Donc commencez par votre sujet, votre point de vue, et si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, eh ben, essayez de mixer 2 sujets, surtout qui vous plaisent. Coven ? Ouais, quand vous voulez partager une compétence, c'est un cumul entre des connaissances que vous avez, théoriques, un savoir-faire, un savoir-être. En fait, ce que vous pouvez rajouter dessus, qui peut vous donner l'idée de se dire là, j'ai quelque chose à raconter, c'est se dire, bah, tiens, en plus de la connaissance théorique que j'ai, du savoir-faire, de l'expérience et du savoir-être que je sais mettre derrière, j'ai mon ingrédient secret sur ce sujet-là. Moi, je fais beaucoup de formation, et dans la formation, on dit toujours, on n'a pas envie de faire des robots quand on est dans la montée de compétences, et donc on va chercher cet ingrédient secret. Et je pense en plus que particulièrement dans votre domaine, le SEO, des ingrédients secrets, il y en a plein. Parce que comme le disait Michael, vous êtes tous en train de faire la même chose. C'est un peu caricatural quand je le dis comme ça, pas très gentil pour vous, ok. Mais vous le faites tous de façon différente, et du coup vous avez des façons d'arriver à des résultats intéressants de façon différente. Donc si vous le déclinez comme ça peut vous aider à identifier. Lydia Arzour, pour ceux qui la connaissent. J'ai demandé un peu des verbatims à des speakers pour que vous ayez un retour. Lydia Arzour a dit un truc hyper intéressant. Elle a dit « Connectez-vous à ce qui vous anime profondément ». Et ça, pour le coup, vous pouvez demander à tous les speakers, ce sera vrai dans 100% des cas. Si vous parlez d'un truc qui vous tient à cœur, votre conf, elle sera géniale. Si vous parlez d'un sujet parce que vous pensez que c'est ce qu'attend l'audience, vous allez vous planter. Si vous parlez d'un sujet avec passion, ce sera forcément génial parce que les gens vont vous suivre. Donc ça, c'est un très bon conseil, je pense, et on l'a tous vécu. Ne choisissez pas un sujet par défaut, choisissez un truc qui vous fait kiffer, et quand bien même ça aura déjà été fait, au moins sur scène, vous allez transmettre cette énergie impalpable. J'avance un peu parce que sinon, on n'est pas rendu. Ça, c'est une question que moi, je me pose souvent. On a une idée de sujet, on se dit, putain, est-ce que vraiment c'est ça ? Et on creuse d'autres sujets. Quand on choisit un sujet, je vous conseille d'attendre 1 ou 2 semaines et de revenir dessus. Personnellement, donc c'est complètement biaisé et subjectif, je m'arrête quand je me dis « ça, je kiffe ». Là, ok, c'est cool, ça me plaît et j'aimerais le voir en conf. C'est totalement individuel. Néanmoins, moi, personnellement, j'ai trouvé mon stop et quand j'ai ça, je m'arrête là et je me dis « c'est le bon sujet ». Dernier tip, les organisateurs des conférences là où vous allez aller, appuyez-vous sur eux. Eux, ils sauront vous dire « tiens, ce serait bien de creuser ça, va plutôt là-dedans ». Faut aussi vous entourer de gens qui sauront, qui auront l'expérience, qui auront vu plein de sujets. J'avance sur le sujet du sujet pour parler du message clé. Le message clé, c'est très simple, c'est qu'est-ce que je veux faire passer à mon audience. Pourquoi le message clé, c'est important ? Parce que ça va vous donner un cap dans les 20-40 minutes que vous allez parler. Par exemple, si je dis à Kovan, je veux savoir s'il a passé des bonnes vacances, je vais lui demander tout de suite, est-ce que tu as passé des bonnes vacances, Kovan ? Je n'ai pas pris de vacances. Ok, bon, il n'a pas pris de vacances. Si je vais lui parler et que je n'ai pas d'objectif, la discussion elle va partir dans tous les sens et on va parler de plein de sujets. En ayant un cap, vous suivez une ligne toute droite. Et ce cap, il est très simple. Il est constitué de 3 choses. Pourquoi vous prenez la parole ? Pourquoi est-ce que moi, là, aujourd'hui, je suis avec Kovan à discuter ? Moi, mon objectif, c'est de vous donner envie d'être conférencier. Une fois que vous avez défini ça, vous vous êtes dit pourquoi je prends la parole, qu'est-ce que ça va apporter aux gens ? Le fait que moi, je vienne vous donner envie d'être conférencier, ça ne suffit pas à faire une bonne conf.
Là, on est tous en digestion, on est tous hors descente, vous êtes un peu calme. Il va falloir qu'on vous réveille un peu pour retrouver l'énergie de tout le monde. Donc la question, c'est qu'est-ce que je vais apporter à mon audience? Vous inspirer, ça ne va pas suffire. Par contre, vous donnez des tips pour avancer, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, avec de la mise en situation, de l'écriture, de l'oralité. Là, j'avance. Et la troisième étape, ça va être de le traduire en une phrase clé. Je vous donne un exemple, parce que comme ça, j'entends que ce soit flou, c'est des concepts. Une conférence que j'avais faite. Je suis un peu égocentrique, donc des fois, j'ai donné l'exemple pour moi, mais c'est simplement pour expliquer. J'avais fait une conférence qui s'appelle « Je ne suis pas qu'un blog de contenu ». Mon idée de base, c'était de dire, pour présenter, je veux présenter une méthodologie de construction d'un contenu, elle est basée sur les questions que se posent réellement les personnages. Je voulais sortir de l'intention de recherche. Je me suis dit, en fait, si je me mets à la place du personnage et que je réfléchis à toutes les questions qui se posent, forcément, mon contenu il va être mieux. Sauf que je voulais quelque chose de plus impactant. Donc en fait, cette idée-là, ce pourquoi je prends la parole, je l'ai traduit en ça va être quoi l'intérêt pour la personne à qui je parle. Et du coup, j'avais défini, en fait, cette méthode-là, ça place le SEO beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante dans un processus de création de page. Et du coup, ensuite, mon message clé, c'était en fait, avec cette méthode, le SEO, il est plus perçu comme une contrainte, mais une opportunité. On arrête de dire que le SEO, c'est juste du texte qu'on va caler, mais plutôt, si j'écoute mon personnage, j'arrive à construire un contenu, et ce contenu-là va aider à la fois mon utilisateur et mon SEO. Et en fait, en faisant ces trois étapes, à quoi je sers? Pourquoi je prends la parole? Et ensuite, traduire en qu'est-ce que je vais apporter aux gens que là j'écoute, va me permettre d'avoir un propos cohérent. Et donc, j'ai trouvé mon sujet, comme on disait avant. Ensuite, j'ai défini mon message clé, je sais pourquoi je vous parle. Ça va vous permettre d'être cohérent tout le long. Et on va le voir tout à l'heure, d'avoir un seul message, une seule image qui est beaucoup plus claire. OK? Je l'ai fait très rapide, c'était volontaire. On pourra en faire un exercice plus tard. Un message impactant, c'est plutôt une vérité profonde. Je reprends l'exemple de « je ne suis pas qu'un blog de contenu ». Quand on est référenceur, on passe notre temps à combattre des devs, des UX, des chefs de projet. Et quand je dis combattre, souvent on nous dit oui, le SEO, on s'en fout, on voit ça plus tard. Et du coup, j'avais choisi ce titre, je ne suis pas qu'un blog de contenu, pour un peu interpeller et que les SEO se disent bah oui, c'est vrai qu'on passe notre temps à être vu en dernier. Et comme ça, j'avais réussi un peu à capter l'attention. Et c'est à ça que sert votre message clé, c'est qu'il doit, au fond des tripes des gens à qui vous parlez, on peut simplement, on se voit dans ce message et on s'y comprend. Ok ? Je sens que je vous perds un peu, mais c'est pas grave, je le vis bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un essai? Est-ce que vous avez déjà eu des idées de thématiques, de sujets sur lesquels vous vouliez prendre la parole en conférence, pour lesquels on pourrait travailler un message clé? Vous avez le droit de me dire non, parce que j'entends que ce soit un peu tôt. Ok, pas de souci. Vas-y. Ouais, moi, ça fait un moment que je veux faire une conf sur qui va, je crois, c'est demain. Il y en a une sur le sujet, sur le SEO et JavaScript, qui est un truc qui, à mon avis, est un peu vu et revu aussi. Et voilà, en gros, t'attendais qu'on réponde à ces questions-là ou pas? C'est un peu l'idée. Est-ce que tu t'es déjà dit, si je monte sur scène et je parle de ça, est-ce que si tu te poses ces questions-là, tu arrives à dérouler un message un peu clépant? Pourquoi est-ce que tu prendrais la parole sur ce sujet? Alors, pourquoi est-ce que je prendrais la parole? Parce que j'ai la chance d'avoir pas mal un bon retour d'expérience sur le coup là-dessus, avec un bon tas de bêtises qui ont été faites et des bons résultats à la fin, sur certains et des très mauvais sur d'autres. Quel problème mon idée elle résout? Du coup, un peu ce que tu disais sur le manque les soucis de communication et d'échange avec les devs. J'ai la chance en fait d'avoir pu faire un projet avec mon meilleur pote qui est dev. Et du coup, en gros, il m'a dit, de toute façon, tu me dis de me jeter par la fenêtre avec mon code, je le fais. Donc, je me suis dit, je vais essayer de m'en servir. C'est une idée que j'ai. Et alors, à quelle vérité profonde cela correspond? Je pense à ce que tu disais que quand les devs font des sites en JavaScript, souvent, c'est parce qu'ils veulent s'amuser et qu'ils oublient complètement le SEO. Et qu'on vraiment on est en dernière roue très souvent, et quand on est en dernière roue, ça pète régulièrement. Ça, c'est un bon exemple, parce que du coup, le message clé de ta comp, ça pourrait être « je vais réconcilier les SEO et les devs ». Ouais, éventuellement, c'était un truc comme ça, tu vois, et pendant que tu faisais la slide d'avant, j'étais en train de me dire, d'essayer de trouver une phrase du genre
dev, SEO, peut-on être copain ou un truc comme ça. Et ouais, c'est carrément ça. C'est dans ce sens-là que ça pourrait être sympa. Et l'avantage de communiquer là-dessus, au lieu d'avoir cette conf où on va dire SEO et JavaScript, tu vas attaquer en disant je vais réconcilier les SEO et les devs. Comme ça, tu attises, et une fois que tu y es, tu dis bah voilà comment je vais faire ça. Et tout le long, tu vas appuyer ce propos. Tout le long, tous les exemples que tu vas donner, c'est regarde, je réconcilie. Regarde, je réconcilie. Regarde, je réconcilie. C'est à ça que ça sert un message clé. C'est votre fil rouge. Du coup, vous êtes cohérent. Ça part pas dans tous les sens. Et vous, ça vous force à être consistant, finalement. OK ? Pour le coup, pour être formateur, et notamment en dev, donc des devs que je suis sur 11 mois, d'entrée de jeu, 2 choses que je vois, le RGPD, le SEO, et l'un comme l'autre doivent être pensés dès conception. Quels que soient les devs, quel que soit le langage, je les blinde en SEO, je passe même des fois avant leur formateur en développement. Sur moi, c'est le SEO first. Si vous devez être bon, performant et être embauché en agence, vous devez penser dès conception au SEO. Et donc le SEO est en gros une discipline prioritaire depuis 2 ans maintenant dans les Greta dans lesquels j'interviens. Ce qui rejoint un peu en effet l'exemple de je ne sais pas qu'un bloc de contenu. Et en fait, si en face de vous, vous savez que vous avez des SEO, parlez-leur de leurs problèmes. En fait, la méthode a l'air un peu simpliste, mais en réalité, ça suffit. Parce que tu parles à des SEO qui sont constamment relégués au second niveau. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, je ne suis pas qu'un bloc de contenu. Bah, en fait, ça leur parle. Et du coup, tu les happes. Et du coup, tu leur dis, bah, je vais t'apporter des solutions au quotidien sur un sujet qui vraiment m'emmerde. Et moi, personnellement, quand je conçois des confs, je commence toujours par, OK, c'est quoi le truc le plus relou chez les gens devant qui je vais faire ma conférence. Et vous creusez ça, et c'est votre message. OK ? Maintenant qu'on a parlé un petit peu écriture et que tout le monde était posé dans sa chaise, on va parler raconter une histoire. Alors, on avait prévu un petit atelier qui va être compliqué à faire, mais on pourra en rediscuter dans un deuxième temps, on est d'accord ? On va parler oralité. On va parler discours. La méthode simple, la méthode habituelle que vous voyez sur toutes les confs, c'est j'introduis, je présente une partie 1, partie 2, partie 3, je conclus. Néanmoins, et c'est là tout le cœur un peu de cette... la raison d'être de cet atelier, c'est qu'il est temps que les choses changent, chers amis. Il est temps que les choses changent, et pour ça, il y a ce qu'on appelle le storytelling. Je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers de ce terme. Il y a plusieurs modes de narration. La narration, c'est assez simple, je raconte une histoire. Le monomythe que vous voyez tout en haut à droite, à gauche, c'est simple, ça s'appelle le voyage du héros. C'est toujours pareil dans tous les films que vous connaissez, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Roi Lion, toujours pareil. Je suis dans une situation, il y a un truc qui m'arrive, je pars dans une quête, je résous la quête et j'arrive transformé. Ça, c'est une narration, c'est la narration la plus universelle qu'il existe. Il y a plusieurs narrations, les 6 qui sont affichées là. Et si aujourd'hui je vous les présente, c'est parce que les narrations, ça va vous aider à structurer votre propos. Et structurer votre propos, ça vous permet d'être beaucoup plus détendu, beaucoup moins stressé, parce que vous allez pouvoir vous raccrocher à des moments. Vous n'allez pas vous dire « Putain, là, je suis en train de les perdre, c'est galère ». Parce qu'en fait, c'est votre narration qui va rythmer tout votre discours. Comme je mets... Pas faire les exercices, je suis désolée, ça va être un peu court. Comme je vous mets ici, on va revenir à ça après. Quand on fait un film, il y a le rythme du scénario. Sauf qu'un bon scénario, ça ne suffit pas à faire un bon film. Et du coup, le rythme viendra aussi de la parole. Néanmoins, si vous avez déjà ce storytelling, vous allez pouvoir tout de suite définir, là c'est un moment de relance, parce que dans mon histoire, bah là il arrive un drame, du coup il faut absolument que je mette en valeur quelque chose, donc je vais parler plus fort, donc je vais faire des grands gestes, et c'est à ça que vous sert la narration. Donc ces 6 modèles de narration qu'on a écrits sur la table juste là, que vous pourrez aller voir après, vous permettent de définir ça. Donc, si je refais un petit peu ce qu'on a dit depuis le début, trouver son bon sujet, c'est le sujet d'expertise où je suis à l'aise, et puis en plus de ça, mon point de vue. Je trouve mon message clé qui me donne un cap, donc je sais d'où je pars, je sais où je vais, et la narration va vous expliquer comment y aller. Donc quand vous avez choisi cette narration,
bah, vous savez les moments où il y a un peu de drama, les moments où c'est cool. Il y en a un que j'aime bien, qu'on a vu tout à l'heure, ça s'appelle in media res, qui est très souvent utilisé, c'est un terme latin, qui veut dire que vous commencez tout de suite par placer l'auditoire au cœur de l'action. Par exemple, un épisode de série qui commence, il y a une énorme explosion, tout le monde est en train de mourir, et là, hop, 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 on revient en arrière de 24 heures, et là, on explique comment est-ce qu'on en est arrivé pour arriver à cette explosion. Ça, c'est un mode de narration. Et il y en a plein. Et si vous utilisez cette narration, eh ben, en fait, vous avez tout le développement de votre conférence. OK, étape 1, il s'est passé ça. Je me suis engueulée avec mon développeur. Il y a un TED Talk, l'histoire est un peu sordide, mais il y a un TED Talk qui explique ça très bien. Ça s'appelle « Je suis le fils d'un terroriste ». Le gars rentre sur scène, il dit « Bonjour, je m'appelle machin, je suis le fils d'un terroriste ». Tout le monde fait « Waouh, putain, c'est chaud ». Et là, il revient en arrière et il explique comment, en quoi il y a ce truc un petit peu chelou qui est arrivé. Et du coup, vous maintenez l'attention. Donc, avoir ces modèles narratifs en tête, et après, on va passer à l'action pour vous réveiller un peu. Avoir ces motifs narratifs en tête, hop là, bon, je suis en arrière. Avoir ces modèles narratifs en tête vous permet d'avoir cette structure et être sûr de ne pas vous perdre. Là, on est pas mal, non? Je reviens en arrière, là. Personne n'était épileptique dans la salle, ça va? Donc là, il y a 6 narrations que je voulais vous présenter. On ne va pas toutes les rentrer dans le détail parce qu'on a un temps court, mais on a ce monomythe, le roi lion. Simba, il commence sa vie, son père meurt, il devient un adulte avec Timon et Pumba, ensuite il revient, il est le roi. On a la montagne qui est un peu similaire au monomythe. L'écho, c'est quelque chose qui est très intéressant. L'écho, c'est un modèle narratif où il y a une histoire et d'autres qui résonnent à la même histoire. Ça ressemble un petit peu à... Je ne vous l'ai pas mis là. Et par exemple, c'est comme un ami qui vous dit « J'ai rencontré machin, il m'a raconté sa vie, il a vaincu le cancer, c'est un truc de fou, ça résonne avec moi ma vie, et du coup j'ai appris ça grâce à lui. » Ça, c'est ce modèle de l'écho. L'écho, ça va vous permettre d'avoir une analogie avec une autre histoire qui va permettre de mettre en valeur une idée centrale. In media res, je vous l'ai déjà présenté. Et le faux départ, pour ne pas tout vous présenter, le faux départ est intéressant, c'est vous allez commencer une histoire, tout le monde s'attend à la chute, et là, vous allez vous prendre un énorme truc dans la face, les gens ne s'attendaient pas, et en fait, vous allez revenir en arrière et raconter comment vous avez surmonté cet obstacle pour pouvoir continuer votre histoire. Là où je vais en venir, je vous l'ai dit juste avant, ces modèles narratifs vous permettent de structurer votre propos. Ça va aussi vous permettre de vous démarquer. Et moi, aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui manque dans les conférences qu'on peut voir. Aujourd'hui, les conférences, c'est « Tiens, j'ai fait ça, ça c'était cool, voilà la conclusion ». Je pense qu'il manque un peu d'humain, un peu de... Ces histoires qu'on nous racontait quand on avait 4 ou 5 ans avant de se coucher, qui nous emmenaient et qui apportaient de l'émotion. Je ne sais pas vous, mais moi, les conférences qui m'ont le plus marqué, c'est celles où j'ai ressenti de l'émotion, j'ai ressenti de l'excitation, j'ai ressenti de la crainte, de « tiens, c'est bizarre ». Et c'est ça qu'on veut que la narration vous permet de susciter. J'arrête de parler et je vais enchaîner tout de suite avec la partie rythme, parce que ça, c'est un modèle assez classique. Je vous ai dit introduction, développement et conclusion. L'introduction, aujourd'hui, avec ces modèles narratifs, ça vous permet de capter l'attention. Okay ? Une fois que vous avez capté l'attention, je reprends l'exemple de in media res, vous emmenez tout de suite la personne dans l'action. Donc là, vous avez capté son attention, mais après, il va falloir la maintenir. Et comment on la maintient? C'est au travers du rythme. Et là, on est dans l'oralité, et c'est là où je veux que Kovan prenne le relais, parce que le rythme, la manière de parler, les pauses, on parle plus fort, on parle moins fort, on recule, c'est quelque chose qui va faire que vous captez l'attention pendant 10, 15, 20 minutes ou 40 minutes. Alors, la notion de rythme, elle est effectivement extrêmement importante. Tout le monde a déjà écouté de la musique, a priori, dans la salle, j'imagine. Si pas, il ne fait pas ta tête de lard comme ça. On est capté, il y a des moments, si je prends des musiques longues par exemple, un morceau de musique classique, ça peut durer 20 minutes, mais on a du lent, on a du rapide, on a de l'allegretto, on a des choses qui bougent et qui nous font réagir, qui nous font ressentir. Laura met le lien avec quelque chose de très important, particulièrement dans votre monde, qui est un monde très rationnel et rationalisé, même j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi je fais la différence.
où on ne doit pas oublier que quand on doit faire passer un message, on le fait passer à des individus. Et quand nous sommes des individus, oui, nous sommes des gens avec un cerveau, mais nous sommes aussi des gens avec de l'émotion. Et l'émotion est un véhicule pour transmettre un message qui est bien plus puissant que le simple fait. D'accord ? Et cette émotion, pour la faire passer, il va y avoir des intentions, ça on va le voir après, mais le rythme aide à ça. Qui c'est qui n'a jamais vu sur YouTube ou qui a assisté à un TED Talk ou une conférence TEDx ? Toi ? Alors, je les prends en exemple, ils sont parfois devenus un petit peu caricaturaux dans leur façon de faire. En revanche, il y a une méthode de transmission du message et une notion de rythme qui est hyper importante. Et dans le rythme, il y a un outil qui est intéressant. Il y a le volume de voix, parce que le rythme, ça va être une intensité. Je peux me mettre à parler un petit peu plus vite pour vous mettre un peu dans l'action et vous faire réagir. Et puis, il y a un outil qui est vachement puissant. Ouais, le silence. Alors, c'est aussi quelque chose qui sert quand on sent qu'on perd un peu son audience. Des fois, on se dit, je vais leur gueuler dessus. C'est con, ils ne m'écoutent pas. Pas ouf en général en résultat. Arrêtez-vous de parler. Et puis, vous voyez les têtes qui se lèvent comme des bouchons de champagne qui sautent. Hein. Pip, 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 pip. C'est bon, ils sont de retour, on continue. Ça marche très très bien. Le silence, il a plusieurs bénéfices. Il a d'abord le bénéfice d'encadrer des moments importants dans les messages que vous passez. À un moment, dans les messages clés, ça devient ce que moi j'appelle des mots immutables. C'est des choses, je les dis comme ça et pas autrement. C'est le moment le plus important. Et en TEDx, ils le font à chaque fois. Au moment où ils vont sortir l'expression clé, le message clé de la conférence, il va y avoir 3 secondes de silence avant, 3 secondes de silence après. Ça marche hyper bien, c'est tout bête. Ça permet aussi de laisser à l'audience le temps de s'approprier ce que vous lui dites. Parce que quand je suis stressé et que je vais vous parler comme ça et vous dire qu'il est hyper important de respecter le rythme de la parole de vos interlocuteurs, alors déjà, moi là, je suis un petit peu en manque d'oxygène. Il va me falloir une bière. Non, ça n'a pas de lien. Et en revanche, je ne vous laisse absolument pas le temps d'assimiler ce que je suis en train de vous raconter. Donc ça n'a pas de sens. Okay. Donc cette notion de rythme, les intensités, les silences, et après on va le voir avec le corps, mais ça on le voit après. Je vais même donner un exemple qui parle à tout le monde. Vous êtes en train de parler à un ami et il veut, par exemple, investir 20 000 € en crypto-monnaie, il ne connaît rien. Vous, votre but, c'est de lui dire que c'est une grosse connerie. Quand vous allez parler, naturellement, vous allez appuyer sur vos mots. Vous allez dire, bon, écoute Martin, c'est intéressant, mais tu te rends bien compte que c'est complètement con. Et en fait, naturellement, vous allez le faire. Et le but sur scène, moi, on m'avait dit un jour sur scène, il faut que tu sois 30% plus expressif, que tu en fasses un peu les caisses. Et bien sur scène, c'est pareil. Les mots qui sont les plus importants pour vous, et ben vous appuyez un petit peu. Soit vous haussez le ton, soit vous rigolez, soit en effet vous encadrez de silence. Et en fait, c'est assez simple à faire si vous écrivez à l'avance et puis vous savez, ok, cette phrase-là, il faut que j'appuie particulièrement. Parce qu'il est important qu'ils comprennent qu'investir en crypto alors qu'ils ne connaissent rien, c'est très dangereux. Vous voyez la logique ? Et c'est quelque chose que moi, on m'a pas mal appris au théâtre aussi, c'est de se dire, quand vous voulez mettre une intention, surjouez-le. Notamment quand vous répétez, quand vous vous préparez. Parce que, petit tips, oui, dans tout ce qu'on dit, bien évidemment qu'on ne fait pas comme certains conférenciers à dire « Bon, je vais y aller parce que dans 1 heure, j'ai conf, donc il faut que j'aille faire mes slides. » Non. L'idéal, quand même, pour être un peu plus rassuré, savoir tenir un rythme, on a préparé, on a répété. Quand on répète, surjouez-le. Le jour J, on est toujours un petit peu plus inhibé. Les salles peuvent être un petit peu impressionnantes. Si dans votre tête, vous avez l'impression « je parle trop lentement, j'en fais des caisses, etc. », en fait, globalement, vous êtes dans la bonne zone. Si vous vous dites, si vous avez l'impression d'être en dessous, vous êtes hyper bas en fait pour votre audience. Et là, c'est compliqué. Si je fais un petit récap, parce que j'aime bien faire des récaps pour que tout le monde suive, on a réfléchi à comment trouver le bon sujet. Donc le bon sujet, c'est une expertise, quelque chose que vous aimez avec votre point de vue. Ensuite, définir le message clé, qui va être votre cap pour la discussion. Ensuite, les éléments de narration sur lesquels on pourra revenir en off, et on vous donnera plein de ressources là-dessus qui vous permettent de structurer votre propos. Et puis, il y a ce rythme qui est donné par le silence, par la voix. Et ensuite, il y a la conclusion. La conclusion, c'est un appel à l'action. Ouais.
On ne parle pas d'effet de surprise. Tu as une idée en tête? Juste une seconde. C'est pour la capta vidéo. Vous ne parlez pas des effets de surprise, parce qu'il mentionnait les conventions de TEDx, et dans le déroulement, on parle aussi du coup de cet effet de surprise au niveau des pratiques de rythme de parole, de prise de parole. L'effet de surprise peut venir de la narration. Bon, je ne vais pas remonter parce que vous voyez bien que je galère un peu avec les slides. L'effet de surprise peut venir de la narration. C'est-à-dire si tu as choisi un mode narratif particulier, dans cette narration, il y a l'effet de surprise. Par exemple, ce fameux in media res où tu commences tout de suite dans l'action et du coup, l'effet de surprise commence tout de suite. C'est ça. Répéter ça commence... là pour pas courir dans toute la salle. Ce que dit notre camarade, c'est je suis dans l'histoire et puis à un moment j'ai un changement, c'est ça, je capte quelque chose. Un truc qui capte. Oui, c'est ce qu'on disait sur le timbre de voix TED. Le silence peut créer un effet de surprise. Tu coupes une phrase brutalement et tu regardes droit dans les yeux tes interlocuteurs, il va se passer quelque chose. Donc oui. On y vient après ça. L'introduction, que j'ai du coup passé un peu vite, vous pouvez créer l'effet de surprise à ce moment-là. Par exemple, dans les verbatims que moi j'ai collectés auprès des speakers, il y en a beaucoup qui m'ont dit bah moi, pour me rassurer, je commence par. Par exemple, moi demain, je commence par un quiz. Parce que les gens s'y attendent pas, ça permet de les happer, ils ne comprennent pas. Ce côté effet de surprise, pour moi, je le transcris en le moment où je capte l'attention. Il y a un effet de surprise que j'adore faire, ça s'appelle la transmédialité. C'est pas très joli. Ou moi, j'aime bien l'appeler l'immersion. Quand tu commences une conf, tu vas raconter ce que tu vas faire. Et ben, dans l'introduction, tu vas faire ce que tu vas raconter que tu vas faire. Je vous donne un exemple. Une conférence sur les SEO et l'UX, et j'essaie d'expliquer à des SEO comment on fait de l'UX. Et ben, je vais faire de l'UX sur la première minute. Par exemple, une conférence à distance. Je vais leur dire, bah voilà, je suis contente de vous voir, c'est chouette. J'ai adapté mes conférences parce que je sais que vous êtes en télétravail, vous m'écoutez que d'une oreille. Il y aura quelques slides que vous pourrez prendre en photo, mais vous inquiétez pas, continuez à télétravailler. Donc je fais de l'UX, mais sans leur dire. Puis là, je leur dis, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire parce que là, je suis en train de faire de l'UX. Et c'est ça que je vais vous montrer. On peut faire de l'UX assez simplement. Et là, je continue. Et du coup, là, il y a un petit effet de surprise parce que les gens se disent, ah ok, donc en fait, c'est à peu près ce qu'elle fait. Donc en effet, la surprise est intéressante. La surprise est compliquée parce qu'on peut se planter. Et donc pour moi, la surprise et du coup la captation d'attention, ça vient soit on interagit avec le public, soit comme l'histoire du faux départ, on va proposer quelque chose que la personne n'attend pas. Donc pour conclure sur ta question, ça dépend de ta narration et tu peux en mettre un maximum sur l'introduction. Okay ? Et pour finir sur la conclusion, pour moi, la conclusion, c'est ce qui est le plus important. Vous devez tous appeler à l'action. Soit vous êtes là pour démontrer, je pense que je vous ai mis des exemples. Ouais. Si vous êtes là pour présenter une méthode, votre objectif, c'est que les personnes appliquent cette méthode. Si vous êtes là pour faire un retour d'expérience, c'est bon, bah maintenant, c'est à vous de tester. Essayez cette méthodologie-là, essayez nous ce qu'on a fait. Ou alors, si c'est des tips et astuces, vous finissez. Bon, alors vous, c'est avec quelle astuce que vous allez essayer? Et comme ça, vous emmenez les gens, et les gens ont envie de continuer l'histoire, et probablement, ils reviendront vous voir en disant « Ah, c'était cool, j'ai essayé ». Et votre histoire ne se termine pas par « Bon, ben voilà ». Ce qui est quand même hyper déceptif. Par contre, allez, maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que c'était bien, vous avez passé un moment. Voilà, vous arrivez à raconter une histoire, mais au moins, vous interagissez avec la personne à qui vous parlez. OK? On avance? Allez, super. Celle-là, je vais aller très vite, c'est les slides, le joli, qui, moi, est ma partie préférée, mais c'est pas là où il y a le plus d'enjeux. Je tiens à dire que c'est Laura qui a fait toutes les slides de l'atelier. Parce que moi, je suis incapable de les faire comme elle les fait. Les slides, c'est une douleur. Des fois, c'est chiant. Qui aime faire ces slides de PowerPoint? Que ce soit en 1, ok. 2, très bien. Nous avons 2 adeptes du sadomasochisme dans la salle. Généralement, c'est pas fun de faire ces slides et je l'entends. 3. Vas-y. Attends, on va te passer un micro. Je reviens du coup à l'idée de TEDx. Eux, ils partent même sur tableau blanc, en fait, des fois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à mettre en place de notre côté? Ou est-ce que ça serait plus attractif que les slides? Ou est-ce que ça a un intérêt? Je pense qu'il y a des conférences qui marchent très bien où il pourrait y avoir 0 slide. Moi, j'adore les conférences, j'adore parler au tableau blanc sans slide.
tu as une difficulté, par exemple, aujourd'hui, c'est une difficulté technique. J'ai des gens en broadcast live à distance. Si j'ai la technique qui me le permet, en fait, non, mais c'est à la limite et souvent technique. C'est-à-dire, je vais construire du contenu en même temps que je parle. Oui, c'est une excellente idée. Si techniquement c'est possible, là, si j'ai un paperboard, les gens qui sont à distance, ils ne nous voient pas. Et autant te dire que nos amis de la technique, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait, comment on filme ça et comment c'est broadcasté derrière après en replay YouTube. C'est juste là la limite que tu peux avoir. Mais si techniquement tu es au point, oui, ça marche. Se comparer au TEDx aussi, c'est quand même déjà... on est là, quoi. Oui, aujourd'hui, on donne des conférences sur le SEO. Je comprends bien que le but, c'est de devenir le meilleur orateur possible. Mais avant d'arriver à faire une conférence avec rien derrière, faut quand même être hyper fort. Et je pense que les supports, ils permettent aussi à la personne qui donne la conf de se raccrocher à quelque chose et de pouvoir raconter l'histoire, quoi. Tout à fait. Perso, pour revenir sur l'histoire du tableau blanc, la plupart des outils de formation en distanciel disposent d'un tableau blanc. Et un tableau blanc, c'est tout bêtement un titre, un H1 et des H2. Tu fais des bulles, une carte mentale, tu passes de l'un à l'autre et tu improvises. Et ça se fait facile, quoi. On va prendre une dernière remarque sur les deux dernières remarques, à Sipaï et Pierre. Par rapport à l'illustration des idées et puis sur l'histoire du tableau blanc, enfin, ça c'est plutôt un conseil de débutant, mais aussi d'expérimenter, parce que je commence à en faire des confs, mais c'est aussi se donner des risques en plus. Tous les trucs où on va interagir avec le support, c'est des risques supplémentaires et c'est 15 fois plus de boulot. À chaque fois, surtout dès qu'on va devoir interagir avec notre support, vraiment, faut être encore plus blindé sur son expertise parce qu'il suffit qu'on décale son truc de 3 cm, sa flèche, elle passe plus, on panique et c'est fini, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi l'intérêt de, quand on simplifie, c'est aussi se donner un périmètre qu'on maîtrise mieux. Je voulais faire une petite remarque sur TEDx et la longueur des conférences. Ce qui est facile pour un débutant, c'est des fois un peu contre-intuitif, c'est de faire une conférence qui est longue. 40, 50 minutes, 1 heure, c'est facile. Un TEDx, je peux vous dire, j'en ai fait un, on est limité en temps et c'est 300 heures de boulot pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'on bosse sur la conf, on rebosse, et on l'a fait, et j'ai jamais autant répété qu'une conf TEDx, parce que c'est très très complexe à mettre en œuvre, et c'est une histoire à raconter. Donc c'est pas l'objectif pour quelqu'un qui débute. Quelqu'un qui débute, faites un format 30, 40, 50 minutes, et racontez un truc qui est dans vos tripes, et que vous maîtrisez. Et les slides, faites un truc simple, c'est un peu ce qu'on dit là, mais vous complexifiez pas la vie, sinon ça va être galère. Merci de ces retours. Je pense que tu as tout résumé. Les slides, globalement, pour moi, il y a 4 points clés. On ne lit pas, jamais. C'est marrant parce que je dis ça alors que je suis en train de lire. Je trouve ça très drôle. Une idée par slide. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Une slide, ça sert à illustrer ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est ce que vous dites, c'est pas ce qui est écrit ici. Je vous ai mis des petits exemples pour montrer comment moi j'utilise les slides et comment j'aime qu'on utilise les slides. Les images, ça va renforcer des émotions. Je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas tout refaire depuis le début, mais vous avez compris, il faut appuyer sur des émotions. Je ne vous demande pas d'être le plus drôle, je ne vous demande pas de faire pleurer les gens, juste de toucher au cœur les gens à qui vous parlez. Vous pouvez avoir des images, tout simplement. Par exemple, des plans très larges. Vous mettez une grande phrase, et tout de suite, ça va inspirer. Parce qu'on respire, parce que visuellement, on regarde de loin. C'est très con, mais ça marche plutôt bien. Vous pouvez mettre des visages humains qui ressentent des émotions. Mais en fait, naturellement, la personne qui regarde la slide, elle va presque ressentir l'émotion qu'elle a transmise. Là, il est content. Moi, je suis contente. Exactement. Tout à fait. Souvent, sur les slides où je présente un problème, je mets des humains qui ne sont pas contents, qui sont tristes. Je vais grossir un peu le trait pour montrer à l'audience ce que j'attends d'eux. Des schémas pour expliquer. Si vous avez des trucs complexes qui, à l'oral, ne passent pas, faites des schémas. Ça, c'est plutôt du bon sens. Celui-là, je l'aime bien. Là, je vous mets un chien. Moi, je sais que les animaux, ça m'aide parce que quand la slide arrive et qu'elle s'affiche, je sais dans ma tête ce que je vais dire. Parce qu'en fait, c'est une slide qui m'a marqué, parce que je kiffe les chiens. Et du coup, ça va vous aider à raconter votre histoire. Parce que vous n'allez pas voir la slide et mémoriser et faire « Alors attendez, quand j'ai dit ça, c'est ça que je veux dire ». Alors qu'une image, tout de suite,
le message que vous voulez faire passer dans ces slides, ça va vous revenir. C'est pour ça que je me tape des heures à mettre plein de photos, c'est simplement parce que j'ai une mémoire de merde. Unsplash, moi c'est là où j'ai cherché mes photos, c'est une ressource inégalable, il y a des trucs vraiment super qui peuvent vous permettre d'illustrer vos photos, vos slides. Et si vous n'êtes pas photo et si vous avez la flemme, c'est pas un problème, ou vous avez la flemme, c'est pas un problème, juste soyez succinct. Une slide fond blanc avec un texte noir mais une jolie typo, c'est très bien et ça suffit. Il faut juste que vous disiez que votre support, c'est pas ce que vous racontez. Votre support, c'est le fond d'écran de vous qui êtes en train de parler. On termine sur les slides. Oui, Valérie ? Tu as montré Unsplash. J'utilise beaucoup Canva, donc je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent, mais pour les présentations, du coup, tu as beaucoup de visuels. Tu peux trouver des gifs, tu peux trouver des trucs sympas pour vraiment illustrer aussi. Et c'est cool. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des sources d'inspi en termes de photos, images libres de droit ? Pixels. Sipaï. Pixabay. Les photos de vacances. Voilà, alors on propose les photos de vacances qui sont une bonne source d'illustration. Donc Sipaï nous dit qu'elle met des photos de vacances parce qu'elle crée la connivence entre elle, interlocutrice, speaker, et son audience. Ok. Mais oui, mais trouvez vos trucs. Il n'y a pas de règle en fait là-dessus. C'est juste trouver vos zones en fait, ce qui vous parle, on a dit, ça doit partir de vous, de vos tripes. Et là, on a un exemple qui nous dit qu'il utilise très peu de photos sur ce slide. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Et c'est OK. Voilà. Et c'est OK. OK. Je fais un récap, encore une fois. Yes. On a donc trouvé notre sujet. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez défini votre message clé. C'est votre cap. La narration, c'est le comment vous allez jusqu'à votre message clé. Et ensuite, on a vu comment donner du rythme en posant, par exemple, des silences ou en parlant un peu plus fort sur les messages qui sont les plus importants. Et puis là, on a vu, au niveau des slides, l'essentiel à retenir, c'est que vos slides, c'est pas vous, c'est pas ce que vous racontez, c'est juste un support. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la pratique et dans la théâtralité, si je peux me permettre de dire ça. Exactement. Une fois que vous êtes arrivé là, votre conf est prête. Et il y a un moment chiant quand on prépare une conf, c'est qu'il y a le jour J. Il y a le moment où il va falloir s'y mettre. Parler ce matin, il va nous rejoindre un peu plus tard normalement à Durf, à Fred Bobet, conférencier plutôt expérimenté. Mais ce matin, il était dans la grande salle sur la première conf. Et quand je suis arrivé, la seule chose qu'il m'a dit, Miquette, là, pas bien. Pas bien. La salle est impressionnante, si vous êtes allé dans la grande salle. Se projeter d'être sur la scène, c'est quelque chose. Donc là, vous êtes prêts. Vous avez répété, vous savez comment vous allez porter votre discours, vous avez vos effets de langage que vous allez utiliser, votre rythme, etc. Parce que oui, ça clairement, répétez-le. Il y en a qui se filment, il y en a qui le font face au miroir, il y en a qui le font devant leurs enfants, devant leurs conjoints, etc. Il n'y a pas de règle, mais oui, répétez, soyez prêts quand vous arrivez en conf. Et il y a le jour J. On a pas mal parlé d'émotions dans le fond, dans le contenu, les mots, les slides, etc. Laura a aussi employé un mot important quand on fait une conférence, c'est l'incarnation. Et donc l'incarnation, c'est vous. Vous êtes sur scène. L'émotion, elle va se transmettre de plein de façons. Tout à l'heure, il y a je ne sais plus qui a parlé de communication non verbale. Yes. On estime dans les ratios qu'on trouve, on trouve plusieurs chiffres, mais globalement, 55% de la transmission d'un message est non verbal. Sur ces 55%, 80% se joue entre le sommet de votre crâne et votre menton. Donc, quand on parle de mise en scène après d'une conférence, alors on ne va pas se la jouer à la Comédie Française, etc. Encore une fois, l'idée c'est de faire simple, mais efficace, mais d'incarner. Donc il va y avoir votre corps. Il y a un organe qui est hyper chiant à gérer quand on est en conf. À votre avis, lequel ? Ah, grave. Qu'est-ce que je fais de ces sacrées mains ? Est-ce que j'ai un micro dans la main ? Est-ce que je suis en micro-cravate, en micro-casque, etc. Quand je parle de ça d'un point de vue technique, c'est juste un conseil. Quand vous faites une conf, moi je ne peux que vous inviter à bien découvrir avant votre conf le lieu de la conf. Demandez aux orgas, c'est quoi la technique ? Vous ne rajoutez pas du stress là où il n'y a pas lieu d'être. Est-ce qu'il faut que je t'envoie mes slides à l'avance ? Est-ce que si je les ai modifiés, je peux venir avec une clé USB pour les mettre ?
Parce qu'on a tous le petit truc en disant « Ouais, mais là, je pourrais faire mieux. » Et la veille au soir, ce qui est une connerie monumentale. Hein. Et on va faire la dernière modif. D'accord ? Rassurez-vous comme vous pouvez. Donc, découvrez le lieu, la technique. Quand on est dans des événements assez conséquents comme SEO Camp, en plus, dans chaque salle, il y a des équipes sympas. Ça permet de saluer les gars de la technique tout au fond. Salut tout le monde. Qui sont là, qui vont vous guider, qui vont vous expliquer où est-ce que vous allez pouvoir vous positionner. Nous, quand on est arrivé, on a demandé à la team, OK, vous avez 2 caméras, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du plan large, du plan serré? Est-ce qu'on peut bouger? Est-ce qu'on ne peut pas bouger? On se rassure en faisant ça. Donc ça fait partie de la préparation. Après, au moment de la préparation, normalement, arriver près de votre conf. Toi, c'est dans 2 heures, tu disais que tu as ta conf? Ça monte un peu. Il y a des gens, on a le track plus ou moins. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un petit ingrédient secret qui permet de lutter contre le track et qui marche à tous les coups. Et il n'y a rien d'illégal dans mon propos. C'est de rester convaincu qu'on ne peut pas lutter contre le track. Vous flippez, vous flippez. Moi, je suis un grand traqueux. Quand j'ai fait du théâtre, avant de monter sur scène, mais avant ma première entrée sur scène, bien sûr que j'ai envie d'aller courir dans les jupes de ma maman. Évidemment, ça c'est mon truc. Mais il va falloir s'y jeter. Si vous essayez de lutter contre votre trac, en fait, vous allez gaspiller une énergie inutile. Si vous essayez juste de vous dire « je vais l'apprivoiser, en fait, ce trac, et il va être là, oui. » Et alors, il y a des petits trucs. Un Mathieu Garbrand, par exemple, va vous dire moi, la salle, j'ai une image mentale qui me dit je suis chez moi, dans mon salon, et je reçois des copains. C'est une façon de faire. Vous pouvez essayer de vous trouver une espèce de routine, un petit peu. Hein, c'est toujours les mêmes gestes. D'abord la chaussette gauche et tout. Je me tourne vers David parce qu'on parlait de foot tout à l'heure. Mais il y a vraiment ça, sur la préparation. Ensuite, il y a le corps. Alors, le corps. Je vais vous demander, vu qu'on n'est pas très nombreux, de tous vous lever et nous rejoindre ici devant. Allez, tout le monde vient. Parce que là, maintenant... ceux qui veulent. Alors, oui, encore une fois... Si vous n'êtes pas à l'aise, si ça ne vous plaît pas... Absolument pas un souci, vous pouvez rester à votre place. Je vous rassure, on va... Si vous voulez pas être filmé, mettez-vous de dos. Et si vous êtes OK d'être filmé, mettez-vous plutôt à côté de moi. Attendez, cherche... Là, tac. Ouais. Tu peux couper, là? Yes. Voilà. Alors, il va rien se passer d'extraordinaire ici, mais on va faire un certain nombre de choses pour justement se dire comment on utilise un peu ce corps. Alors, il y a une première chose, c'est que le corps, avant tout, c'est une posture. Hein. Normalement, quand on est en conf, à part si on est prof à l'université, à l'ancienne, etc., où on est assis derrière un bureau, a priori, on est debout. Je vais vous demander juste de vous mettre naturellement comment vous vous mettriez juste avant de démarrer votre conférence. Debout. Comment vous vous installeriez? Ok. Il y a des gens qui ont déjà travaillé de la posture là. Il y a ce qu'on appelle au théâtre la posture neutre. La posture neutre, effectivement, c'est d'abord l'ancrage au sol. Ce qui nous relie avec le sol, ce sont nos pieds. Il faut que je sois à l'aise avec les pieds. Il y a un truc, alors, beaucoup plus féminin que masculin, sans aucun sexisme, cette position qui est absolument incompréhensible pour les mecs, celle-là. Vous la voyez, mesdames? Hein? Celle-là, elle n'est pas cool parce que je ne suis pas très en équilibre. Si je suis comme ça en prise de parole en public, en fait, à part donner le mal de mer à mon audience, il ne va pas se passer grand-chose. Je veux éviter d'avoir des mouvements un peu parasites. Donc l'ancrage au sol, c'est effectivement, je suis sur un écartement assez standard de mes pieds, à peu près la largeur du corps, du bassin, et je suis à l'aise dans mes baskets. Expression de 1984. Effectivement, Stéphanie est un excellent exemple d'ancrage au sol, écartement des pieds, bras le long du corps, position neutre, tête droite. C'est ce qu'on appelle une position neutre au théâtre. L'avantage de la position neutre, c'est que, regardez, dans cette position, je peux créer du mouvement sans vachement bouger. Ouais. Je peux aller vers toi pour dire, tiens, comment tu te sens? Je peux revenir vers toi pour dire, comment ça va Stéphanie? Etc. Sans donner le mal de mer à mon audience. Ouais. Et je reste hyper à l'aise sur mon ancrage au sol. Alors que si je suis comme ça, si je suis comme ça, si je suis... Machin... Merci David.
J'avais peur de me sentir tout seul dans ce moment-là. Ensuite, il y a donc le regard. Certains ont peut-être déjà entendu qu'il faut regarder son audience pour capter l'attention quand on fait une conférence, quand on fait de la prise de parole. Ça peut faire peur, notamment si, alors soit ça rassure d'avoir des gens qu'on connaît, par exemple, mais il y a un moment, il y a un regard qui peut me... J'ai l'impression d'être jugé, ce qui a été dit tout à l'heure, etc. Au théâtre, on utilise un truc, ça s'appelle la ligne bleue des Vosges. Si vous n'êtes jamais allé dans les Vosges, tapez la ligne bleue des Vosges, c'est absolument magnifique à voir sur Google. C'est je regarde juste au-dessus du dernier rang de mon audience. Et quand je me tourne comme ça, je ne capte pas vos regards, je ne me déconcentre pas, mais les gens se sentent embarqués par moi. C'est un petit truc tout con. Voilà. Donc, on est préparé. On fait toujours des feedbacks. Hein. On est préparé. On a trouvé notre ancrage au sol. Et alors là, pour se préparer, on peut aussi s'échauffer. Alors, s'échauffer. Alors, par contre, c'est bête, je vais devoir poser le micro. Je fais le micro et je vais dire ce que tu fais. Merci, Laura. On fait pas de pompe. On veut mettre de l'émotion, on veut mettre de l'intensité. On va se mettre en condition. On va se mettre en condition, on met de l'émotion, on met de l'intensité. Le premier échauffement, c'est de ressentir son corps. On ressent son corps. Je peux te dire que je ressens. Ah, ça ressent son corps à ma gauche. Ça ressent là. Ok. On part de la position neutre. Je vais vous demander de sentir particulièrement vos pieds. Chacun sent ses pieds. Chacun sent ses pieds. Puis vous allez me faire une hola des orteils dans vos chaussures. Allez, une hola des orteils. Vous derrière votre ordi là-bas. Là. Faites votre petit hola des ordi. Voilà, des orteils. Puis effectivement, on va travailler toujours en gardant ma position ancrée. Je vais commencer à bouger. On garde la position ancrée. On commence à bouger hula hoop des années 80. Et on change de sens parce qu'on est des zinzins. On n'est pas raide sur les appuis. Tiens, Club Med, c'est horrible. On a dit les mains. Donc les mains, effectivement, en position neutre, on va les laisser au fond du corps. Le long du corps. Les mains le long du corps et non au fond du corps, comme vient de le dire Kovan. Formation. Celle-là, je ne vais pas la répéter. Les mains le long du corps. Il y a la PNL à l'ancienne qui dit les bras croisés, c'est une posture fermée, etc. C'est pas tant ça, c'est qu'en fait, pour pouvoir parler correctement, j'ai besoin d'avoir la colonne d'air qui est correctement libre. Voilà, pour pouvoir parler correctement, on a besoin d'avoir la colonne d'air complètement libre. Donc, on a les mains le long du corps. Et puis, oui, on va se relâcher. On shake it off comme Taylor Swift. Toujours. Et la hola des doigts. Est-ce que ça fait la hola des doigts là-bas, là, à la régie? Ça fait la hola des doigts à la régie. Ok. Et puis, ma colonne d'air, elle part du ventre. On va travailler un petit peu la respiration après. Et elle monte jusqu'à ma sortie, à ma bouche. La colonne d'air part du ventre et monte jusqu'à la bouche. Et on se détend de la nuque. Moi, c'est ce que j'ai compris dans ce que tu as dit. Dans un sens, dans l'autre. On y va doucement, on essaye d'aller un peu loin. C'est des petits exercices. C'est pas une obligation, mais ça aide à se mettre en condition au moment où on va prendre. Détendu de la nuque. On est détendu de la nuque. Après, pas de contrepétrie. Quand on est stressé, la voix sort de la gorge. Et du coup, on parle comme ça n'a aucun sens. On fait ce qu'on appelle, quand on parle en public, de la respiration ventrale. Il y en a qui ont déjà fait de la sophro? Qui a déjà fait la respiration ventrale ici? Sophrologie. Ah, alors, un petit peu. Ok. On va se mettre les mains sur le ventre. N'ayez pas honte, c'est moi qui ai le plus gros. Main sur le ventre derrière votre écran. Et en fait, pour respirer, quand on va vouloir inspirer, en fait, on va gonfler le ventre. Et on va l'expulser en contractant le ventre. On respire par le ventre. On inspire. On expire.
puissance de la voix, elle vient de là. Et c'est comme ça que la voix, elle sort. La voix sort des tripes et pas de la gorge. On va essayer de garder cette colonne d'air constamment. Donc on va penser, et le silence sert à ça aussi dans la prise de parole, à bien respirer, à ne pas se mettre en anaérobie comme ça, tranquille. Ok? Là, on s'est échauffé un peu le corps. On se sent un peu très correct. On s'est chopé le corps, on se sent correct. On a les mains qui sont posées. Alors, si on est dans une conférence, et c'est pour ça que c'est important d'avoir préparé, si je sais que j'ai un micro-main, je sais que je vais avoir une main prise, il faut que j'en ai conscience. Et puis peut-être deux, parce que j'ai le micro et la zapette dans l'autre. Covan dit quand on fait une conférence, en effet, on a les mains prises. Soit il y a le micro, soit il y a la zapette, les deux. Et c'est bien de se préparer pour le savoir à l'avance et anticiper ses mouvements. Sur les mouvements de main, notamment, ne vous en privez pas. Alors, on va éviter de ne pas du tout en faire parce qu'on a peur de les utiliser. Parce que sinon, on est un peu quand même le général Kaiserslautern qui est en conférence. Donc, c'est pas dingue. On va éviter de faire le plat de spaghetti italien comme ça où on ne voit plus. On va éviter le plat de spaghetti italien. J'essaie de faire une voix off. On va éviter le plat de spaghetti italien. Mais on ne va pas non plus rester droit comme un général. Juste un truc, dites-vous, j'utilise qu'une seule main, c'est un truc un peu facile. Et je pointe juste mon audience comme ça. Voilà, vous pouvez utiliser une seule main et pointer l'audience. Et c'est des mouvements simples, accessibles. On a parlé du corps, on a parlé de la respiration, on a parlé de la voix, on a parlé du regard. Et alors après, avec tout ça, on va arriver à la notion de l'émotion. Et donc, on doit mettre de l'intention. Maintenant, on arrive à l'émotion et on doit mettre de... Je recommence. On parle d'émotion, maintenant on doit mettre de... L'intention. Une intention, c'est de choisir une émotion et les mots que je vais dire, les dire avec cette émotion-là. Mais au-delà de les dire, les ressentir avec le corps. Donc je vais vous proposer un petit jeu. On part sur un petit jeu. Je pense conclure un petit peu la session. Ouais. Eh oui, ça passe vite. Hein. Alors, comme nous sommes à Versailles, au Palais des Congrès de Versailles, à côté du château, j'ai une phrase de Corneille, parce que je trouve ça classe. Ou alors, j'ai une phrase de Forrest Gump. Forrest Gump. On part sur des citations de Forrest Gump. Tout le monde la connaît, cette réplique, je pense. Maman me disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, ce que je vous propose, on va le faire d'abord collectivement. Et après, la vie n'étant pas toujours juste, j'en désignerai certains d'entre vous. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Et je passerai à quelqu'un d'autre. Et je vous donnerai une émotion et vous allez devoir essayer de la ressentir. Covan va essayer de nous faire des émotions. Putain, c'est chaud. Bon, je vous le traduis pas. Vous allez voir, on verra bien, vous allez voir. Ça va partir en couille normalement. On va commencer à le dire tous ensemble, on met en position neutre. Et on va le dire de façon neutre. Je vais le faire une fois et après on va le faire tous ensemble en chœur. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Façon neutre. 1, 2, 3. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Après, je vais vouloir y ajouter quelque chose sur une intention. Là, vous voyez, je suis là. Maintenant, on part sur les intentions. Allez, je vais vous en faire un. Est-ce qu'il y en a un qui aurait une émotion? Là, c'est vous qui allez le faire, on va le faire dans l'autre sens. Vous me dites dans quelle émotion? Quelqu'un a une émotion? Allez, colère. On part sur colère. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contracté mon corps, j'ai mis du corps en fait. J'ai joué sur la voix, mais j'ai mis du corps surtout. Donc il y a eu du corps, il y a eu de la voix. T'étais crispé, t'étais énervé, t'étais vers nous. Normalement, on n'est pas en colère, sauf s'il y a des trolls dans le public. On peut tomber dans la colère. Oh putain.
On avait dit pas de nom. On va commencer avec Laura. Eh ben, cette phrase-là, tu pourrais nous la faire. C'était à mon tour. Tu pourrais nous la faire. Tranquille. Ouais. Donc, tu pourrais la faire. C'est quelqu'un qui a une idée d'émotion au-delà de la colère? Ouais. Non, Triste. Vas-y, moi la phrase. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et tu es triste. C'est dur, hein? Donc je suis triste pour ceux qui regardent. Ouais, je réfléchis. Attends. J'essaie de penser à un truc triste. Putain, c'est chaud, hein? Si tu l'as pas, c'est pas grave, on y reviendra après. Maman, elle me disait toujours, ben, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Je sais plus la fin de la phrase, mais ça me déprime, quoi. C'est pas facile, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'essayer à quelque chose? Plutôt que de désigner, c'est un peu... Qui est chaud? Ouais, allez, c'est parti pour Pierre. Tu es amoureux. Pierre est amoureux. Oh, elle est belle celle-là. Donc la phrase en amoureux. Laisse-moi 2 petites secondes de... Amoureux de maman? Comment on parle? Ouais, et puis amoureux de maman, en plus, parler de sa maman quand on est amoureux. Là, on est en train de décorréler la phrase de l'émotion. On veut retransmettre une émotion, c'est une phrase au hasard. Ok, ouais, je pense que j'ai. Vas-y. C'est un peu chiant avec le micro. Mais bon, je vais essayer. Non, vas-y, je vais quand même le laisser. Non, vas-y. Écoute, maman, elle me disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Quelqu'un d'autre? Ouais. Avec ou sans micro? Allez. Voilà, toute difficulté. Oh, ça va tomber sur toi. Aïe. Tu es bourré? Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Ouais, c'est clair. C'était pour toi, ça, en fait, Laura. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Ah, vas-y, on déconcentre sur notre camarade. Vas-y. Maman me disait toujours, la vie, c'est comme le chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'aime bien ce que tu viens de faire. Tu l'as surjoué, c'est très bien. Mais du coup, là, vous voyez, on a du rythme, on a de l'intensité de voix, on a du corps. Et il n'y a pas de doute sur l'émotion, sur l'intention. On sait où il nous emmène. Ouais. Laura, tu as joué la tristesse, tu as baissé le regard, etc. Toi, tu t'es mis en air un peu contrit, l'amoureux transi, tout gentil. Ouais, tu as fait une réflexion juste là-dessus avant qu'on continue, Laura, en disant « Attends, j'essaye de penser à une situation triste ». Quand on réfléchit à des intentions, c'est une bonne façon de faire. Connectez-vous aussi à des souvenirs perso. Dire comment je suis quand je suis triste, en fait. Comment je suis quand je suis content. Comment je suis. Voilà. Qui d'autre? Ouais. Tu es extrêmement enthousiaste. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Quelqu'un d'autre? Ça s'arrête là? Ça s'arrête là. Tu vas être suspicieuse. Ah, je l'ai celui-là. Suspicieuse. J'en ai pas d'autres. J'avais que celui-là. Maman me disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On va s'arrêter là, il est 55.
Merci d'avoir joué le jeu. Merci. C'était cool. Merci. Juste, du coup, en conclusion, on va faire on a vu le message. Ouais, je voulais assez rabâcher. Le message. La narration. Trouver son sujet. Le message clé, ça vous donne une direction. La narration, ça vous donne une structure. Le rythme, avec les silences. On parle fort. Et là, on a vu le corps. Le corps. La notion de se connecter à des émotions pour se connecter à son audience. Voilà. Encore une fois, je peux dire que j'ai l'habitude de prendre la parole en public. Et pourtant, je flippe à chaque fois. Chacun se trouve une routine. Il y a vraiment une notion de routine. Là, on ne peut pas vous dire il faut faire ça, ce serait extrêmement stupide parce que c'est extrêmement intime dans votre relation à l'autre. On a parlé de peur de jugement, syndrome d'imposteur, il peut y avoir d'autres choses. Trouvez votre zone qui va vous permettre d'être capable de transformer l'angoisse, le stress, le trac en énergie. Et le seul vrai secret pour minimiser le stress, c'est d'être extrêmement préparé. Dans les activités théâtrales, l'improvisation est probablement ce qui est le plus difficile, parce que justement, à part si vous faites partie de certains clubs, et je ne veux pas tout savoir, et que vous aimez avoir très mal ou vous mettre au bord du vide et vous dire « je ferme les yeux et j'y vais », en conférence, être extrêmement préparé sur le contenu, sur comment je vais le faire. C'est intéressant aussi, c'est important quand on intervient à plusieurs aussi, comment je vais jongler sur la parole, etc. Mais tout ça pour vous dire, faut y aller. Et pour juste conclure cette session, on a la chance d'avoir avec nous des gens qui ont accepté de témoigner. Alors, je voudrais demander d'abord à notre ami Franck, parce que Franck, c'est ce qu'on appelle vraiment un premier conférencier tout frais. Puisque Franck, tu as fait ta première conf ce matin. Ouais, en fait, c'est un peu spécial pour le coup. Alors, je suis formateur, donc parler avec des gens, face à des gens, c'est une habitude, enfin, quand même. Et quand Elliot m'a demandé d'être conférencier il y a quelques mois, je lui ai dit, qu'est-ce que je raconte, je dis honnêtement, un truc sur le SEO, je ne suis pas SEO, je suis hébergeur, j'y connais rien, entre guillemets, même si je connais une partie du métier, je ne suis pas le plus légitime qui soit. Et il me dit, ça serait intéressant d'avoir l'œil justement d'un hébergeur sur les SEO et tout le truc. J'ai dit, écoute, ok. Et je dis non. Pour l'instant, non. Mais je te rappelle, on s'est au courant. Et j'ai laissé passer du temps et je me suis dit, bon, c'est quand même une opportunité de rencontrer du monde et de revoir des gens. Et je ne savais pas comment le faire. Et d'un seul coup, il y a eu un déclic. J'ai appelé Elliot, je dis, écoute, tu cherches toujours quelqu'un, c'est toujours bon. Il me dit oui. Je dis, ok, je viens à une unique condition, je fais un sketch. Et là, il me dit, écoute, on en parle. Et 2 jours après, il me rappelle, il dit, c'est bon. Et donc là, j'avais mon défi. Donc voilà, mon truc, c'était faire un sketch, amener ça sous forme de sketch. Vous verrez dans les replays, j'ai aligné les punchlines, et puis après, j'ai édulcoré mon propos, et puis après, je l'ai lissé, et puis ça s'est bien passé. Alors, contrairement, pour le coup, truc bizarre, hein, j'ai dormi à Saint-Cyr. Et hier soir, je lui dis, le SEO, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Mais moi, j'ai dormi hier. Et donc, je peux vous dire, pour être sorti de Saint-Cyr hier soir, mine de rien, le SEO, ce n'est pas facile. Donc, j'ai réadapté mon truc. Et encore hier soir, j'ai réadapté mon truc. Mais évidemment, effectivement, il faut toujours répéter, toujours répéter, toujours répéter. Cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir faire une visio avec des potes où je leur ai fait ma présentation et j'ai eu leur avis et j'ai remodifié du contenu. J'ai pris en compte ce qu'ils m'avaient conseillé pour remodifier mon contenu jusqu'au dernier moment. Ça a un peu embêté Marine pour le coup, mais tant pis. Mais je me suis préparé, je me suis entraîné et c'est clair. En plus, quand on est formateur, encore plus peut-être formateur, on va donner des directives, des consignes, on va transmettre quelque chose. On n'a pas le droit de se planter. Les gens, en plus de ça, ont payé pour une formation et bon, on ne va pas leur raconter des conneries, donc il faut vraiment bosser le sujet, s'entraîner, voilà. Et alors après coup, t'as kiffé ? Oui, non, mais évidemment, je kiffe toujours. Alors évidemment, j'ai très très mal dormi. J'ai dormi donc à 44% cette nuit parce que je suis appareillé pour l'apnée du sommeil et tout ça. Donc je suis désolé. Donc j'ai fait vraiment une nuit de merde, comme à chaque fois, il n'y a pas de problème. Évidemment, j'ai stressé un petit peu ce matin. J'avais ma bouteille d'eau, j'avais de quoi m'esponger le front parce que vu mon MIG, mon IMG,
mon indice de matière grasse, j'ai 92% de matière grasse parce que je suis normand et donc j'ai transpiré beaucoup ce matin. Et voilà, mais malgré tout, j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment super et merci encore à tout le monde. Cool. Merci. Merci Franck. On a d'autres speakers. On a d'autres speakers et on a notamment Valérie qui a quelques confs à son actif maintenant. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la motivation à s'y mettre, à faire de la conférence. Oui. Alors, moi, j'ai eu... c'est arrivé il y a 3 ans. Donc, avant, j'étais salariée et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Donc, je fais ma conférence demain pour vous raconter ma vie. Mais du coup, en fait, au début, effectivement, il y a les questions de mais qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que je suis vraiment légitime, etc. Et puis, j'ai une première personne qui est venue me voir en me disant t'as envie de faire une conf? Et là, j'ai fait non, je ne suis pas prête. Puis après, il y en a eu une deuxième. Je fais, on va peut-être s'y mettre. et puis, ça a commencé comme ça avec le SEO Camp à Lyon, où, en fait, tout le monde était stressé pour moi. Donc, en fait, le matin, tout le monde venait me voir en disant, ça va, t'es pas trop stressé? Bah non, tais-toi, en fait. Laisse-moi vivre mon truc, ça va bien se passer, et puis on verra. De toute façon, je suis là pour passer un message, faire passer une émotion, justement, et puis et je pense que ça va bien se passer parce que j'y vais avec le cœur, et voilà. Et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de se dire on y va avec le cœur, on y va pour transmettre un message, et puis il y a les zen, en fait. Il faut évidemment, il y a un peu de stress de se dire est-ce que ça va bien se passer, tout ça, mais finalement c'est plus les autres qui nous mettent la pression. Et puis depuis, effectivement, j'ai fait quelques conférences en présentiel. Je fais beaucoup de live en ligne, du coup, qui me permet aussi de m'entraîner. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait une conférence en présentiel. Qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice, pro, perso, etc., de faire de la d'être conférencière? Je dirais que c'est pouvoir partager aussi avec les autres, d'avoir cette connexion avec une audience, d'être vraiment dans ce moment de partage. Et puis après, ça nous nourrit aussi intérieurement parce que finalement, partager, on sent qu'on reçoit et ça nous nourrit aussi de l'intérieur, quoi. Donc le fait, donc moi, comme je disais, je fais beaucoup de live en ligne et je partage beaucoup. Et le fait d'avoir des retours où ça apporte aux autres, forcément, ça nous nourrit et on a envie. C'est une drogue, quoi. Après. Cool. Dernière petite question, Valérie. Pour les gens qui sont là dans la salle ou qui nous écoutent et qui nous regarderont, un petit tips ou un petit quelque chose qui fait qu'il y a le point de bascule à un moment de passer tiens, faudrait s'y mettre à je m'y mets. La mise en action, qu'est-ce qui peut faciliter la mise en action? Voilà. Je pense si on a juste envie de partager, il faut y aller et y aller avec le cœur. Voilà. Je pense que c'est le plus important, en fait. Une fois qu'on s'est engagé, on ne va pas revenir en arrière. Ouais, c'est ça. On ne va pas décevoir. Pardon. Je rejoins Valérie sur le mot s'engager. Une fois qu'on s'est engagé, qu'on a mis notre parole, on ne va pas revenir en arrière. On se dit, il y a des gens qui comptent sur nous, on est inscrits, on y va, il faut donner. Et c'est aussi, c'est un chanteur que je n'aime pas, mais se sentir utile. Okay. Voilà, être utile et recevoir, quoi. Je me permets de compléter parce que du coup j'avais collecté quelques retours. Audrey, ou c'était Diane, qui me disait je te donne ma pensée inavouable, mais je te la donne quand même. À chaque fois que j'ai dit oui à une conf et que je vais commencer ma conf, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai dit oui? Je ne sais pas si ceux qui ont déjà donné les confs c'est pareil, mais moi à chaque fois je me la pose. Ce matin je regardais les confs, j'étais là mais pourquoi j'ai une conf demain, putain, pourquoi? Et on se l'est tous dit. Oui, et en fait pour moi ça rejoint accepter d'être stressé. On sera stressé de toute manière. Donc c'est à dire non, t'es stressé. Oui. Tu l'acceptes. Moi, j'ai la phrase de Roger Meurthaud dans L'Arme Fatale, mais je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Et c'est normal de penser ça. Et c'est OK. Et en fait, c'est bien parce qu'il y a une bonne nouvelle quand même pour tout le monde.
c'est que quand vous dites potentiellement je peux avoir des peurs, des craintes, c'est pas le fait d'y être, je kiffe pas. C'est comme, je sais pas vous, mais quand je vois des replays de conf, de choses comme ça, ou quand je me vois, j'ai l'impression d'avoir une voix crado, de tout ce que vous voulez. Cool. Aucun de nous n'a besoin d'aller consulter un psy pour un syndrome narcissique aigu. Tout va bien, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas. Mais ok, vas-y Valérie. Je veux rajouter une chose. Alors pour justement, quand c'est notre première conf, ne pas hésiter à le dire en fait, parce que l'auditoire va nous supporter dans cet exercice, parce que les gens qui sont là, potentiellement, il y a des gens qui ont déjà fait des conférences ou d'autres qui n'ont pas fait de conférences, mais ils vont vous soutenir tout au long de votre conférence et il n'y aura pas de jugement, parce qu'ils se diront elle a eu le courage quand même, ou il a eu le courage de prendre le micro et de se mettre devant les autres, et rien que ça, c'est top, quoi. Le petit joker bienveillant, il est toujours bienvenu, carrément. Quelqu'un veut donner un dernier tips dans ceux qui sont déjà montés, ou quelqu'un veut partager quelque chose après 7h30 ? Ouais. Vraiment une toute petite info, et en fait ça marche aussi enfin un peu au global, c'est que sur l'audience, en fait, il y a des gens qui n'en ont rien à foutre et il y a des gens qui vont se sentir concernés. Il y aura toujours plus experts que nous et moins experts que nous, et qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est tout. Ouais, c'est intéressant. Pour conclure, merci à vous de votre participation, c'était cool. En tout cas, on se débriefera nous autour d'une bière avec Laura, mais c'était cool à vivre comme moment avec vous. C'était une première, on avait imaginé 12 millions de trucs en plus, etc. Mais en 1h30, c'était vraiment pas possible. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que s'il y en a qui ont envie de se lancer, qui se disent tiens, j'aimerais bien en discuter avec Laura O'Coven, etc., on est dispo pour ça. On est dispo. Twitter, LinkedIn, mail, tel, si vous avez... n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir sur le sujet. On a dans l'idée, c'est en réflexion avec l'asso, de se dire... le but, c'est pas que cet atelier soit un one-shot, c'est que c'est quelque chose qui existe auprès des SEO Camp pour aider les conférenciers. Et là, c'est pas que Laura et moi, c'est vraiment l'asso SEO Camp qui s'empare de ce sujet-là. Mais donc, tout feedback est intéressant. Autour d'une bière. Et plus vous nous payez des bières, plus on vous aidera dans votre carrière. Mais en tout cas, merci de votre participation. C'était cool. J'espère que ça a été un moment énergisant, sympa pour vous. Ok. Et puis à bientôt. Hâte de vous voir sur scène.